Or, dans un pays normal, le peuple devrait être derrière ses dirigeants, les appuyer, et les dirigeants devraient travailler pour le peuple. Et donc, quand nous avons un pays où nous avons eu les Can-Gate, nous avons eu les Covid-Gate. Covid-Gate, c'est une affaire de santé du peuple. Les gens ont réussi à mettre la main dans la caisse. Vous comprenez que c'est un sacré problème que le peuple vit aujourd'hui. C'est-à-dire un abandon par ses gouvernants. Nous avons un problème de route. Il n'y a pas de route. Nous avions encore une problématique des poubelles. Il y a moins d'un mois, vous qui a fait le tollé de la population dans tout le Cameroun. Et vous voyez donc, on a ce sacré problème d'union entre les gouvernants et le peuple. Donc, il y a un problème d'union. Il y a un problème de discipline, parce qu'aujourd'hui, personne ne respecte plus personne. La preuve, c'est que même dans le gouvernement, vous voyez, personne ne respecte la parole du président. Si les gens respectaient, si nos gouvernants, les ministres respectaient la parole du président qui les a nommés, il y a longtemps que nous serions déjà bien avancés dans le stade de l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035, que le président lui-même a fixé à travers le DSE depuis 2008. Vous voyez, il y a donc un problème d'indiscipline. Il y a un problème d'indiscipline. Au niveau du gouvernement, des désordres gouvernementaux, on a vu des ministres se cravacher administrativement. Un ministre de l'administration territoriale qui lève le ton sur un ministre de la Santé, un ministre secrétaire général de la présidence de la République qui lève le ton sur un ministre de la Justice, un ministre qui ne respecte pas le premier ministre malgré les instructions qui ont été apportées. Vous voyez, on a vécu tout ça. Donc il y a des désordres. Et au niveau social, il y a aussi des désordres. Personne ne respecte le petit feu, le simple feu au niveau, personne ne respecte l'arrêt. Aucun motoman, conducteur de moto, taximan et tout, ça va dans tous les sens. Donc il y a cette affaire de discipline-là. En annonçant que vous voulez réparer ce Cameroun-là. Il y a tellement de problèmes que si vous êtes élu, vous commencez par quel bout? Il y a donc aussi le problème de la prospérité. Je termine donc par le troisième point, la prospérité, parce qu'il faut réparer les Camerounais enfin. Comment on fait? C'est pour cela que nous proposons un modèle économique, c'est-à-dire économie sociale et solidaire. Donc voilà les trois problèmes que nous avons identifiés pour réparer le Cameroun. Vous voyez donc le problème de la prospérité est à la fin. La prospérité à la fin parce que pour atteindre la prospérité, l'émergence à l'horizon 2035, il faudrait d'abord discipliner, unir les Camerounais, régler le problème de tribalisme, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, le problème Boko Haram, ainsi de suite. La recette, c'est quoi? Et ensuite, la recette, c'est quoi pour lutter contre cette désunion-là? Vous proposez quoi? Il y en a qui ont pensé à des fédéralismes, d'autres ont pensé à la décentralisation. On a même créé finalement des comités, des commissions pour la promotion du vivre ensemble. Vous venez avec quoi pour aller à cette unité? On entre donc dans le projet, puisque c'est le projet que vous êtes en train d'évoquer, et vous avez donc le projet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réparé le Cameroun, à travers la vision et le programme, on entre dans le projet de société, qui en fait est intitulé « Rendre le Cameroun aux Camerounais » pour une émergence effective en 2035. Parce que l'unité, la discipline sont des préalables à tout développement. Quand on dit rendre le Cameroun aux Camerounais, une fois qu'on a réparé le Cameroun, discipliner le Camerounais, discipliner notre gouvernement et tout ce qu'il y a, on a uni nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se sentent plus marginalisés. La guerre contre Boko Haram, on l'a jugulée avec l'aide de nos pays voisins et qu'on a réussi à aligner le gouvernement et à toiletter. On peut donc dire qu'on peut rendre le Cameroun aux Camerounais à travers des éléments de prospérité. Pour donc arriver à ce premier élément, parce que vous évoquez l'élément institutionnel, comment est-ce qu'on compte le faire? Vous savez, nous sommes partis d'un constat. Le pays souffre du maintien de la longévité au pouvoir. La longévité au pouvoir, justement, qui anesthésie, en fait, tous les leviers de développement du pays et tous les espoirs. Alors, notre solution, la première solution sur le plan institutionnel, c'est la rotation des pouvoirs. La rotation du pouvoir. La rotation du pouvoir. Comment? Alors, le projet de société, vous allez vous rendre compte que sur toute la ligne, si vous avez lu, je crois, l'une des premières pages, les problèmes qu'il règle, c'est par exemple le problème du parti-État. Le problème du président qui ne travaille pas. C'est-à-dire le président qui est absent, qui ne fait pas le tour du pays, qui ne visite pas les chantiers, qui attend les rapports sur place, et ainsi de suite. Le problème de l'oisiveté du Camerounais. Le Camerounais ne travaille pas assez. Il ne travaille pas assez. Et il est dans les réjouissances permanentes. Nous avons le système éducatif qui en fait divise les Camerounais. C'est-à-dire que aujourd'hui nous avons deux types de Camerounais dans le système éducatif. Il y a un Camerounais saxon, de sensibilité culturelle saxon, c'est-à-dire ceux qui font le système entre guillemets anglophone. Et il y a un Camerounais de sensibilité francophone. C'est-à-dire lui, il suit le système français.
Vous voyez, quand vous voyez les mentalités, la moralité, l'éthique, vous sentez qu'il y a deux Camerounais. On n'a même pas besoin de discuter dessus. Donc, il faut régler tous ces problèmes. Il y en a d'autres. Il y a même le problème de la sécurité. Il faut régler le problème de la sécurité avec les affaires martinaises Zoro qu'on a eues et qui nous ont montré en fait l'infiltration des services de renseignement, des services d'intelligence. Donc, il faut raboter tout cela. Nous avons le système de sécurité sur le plan même des recrutements dans l'armée. Mais nous avons donc engagé une clé. C'est la répartition des pouvoirs. Qu'est-ce que la répartition des pouvoirs? La rotation des pouvoirs. Sur la rotation des pouvoirs, ça suppose quoi? La rotation. Vous êtes élu au mois d'octobre prochain. Oui. Vous mettez en place la rotation des pouvoirs. Il s'agit de quoi exactement? La rotation des pouvoirs vise en principe de base l'intégration, l'implication de tous les ressortissants du peuple, où qu'ils soient, à la gestion du pays. De toutes les régions, si vous parlez des régions. Mais nous avons fait plus simple parce qu'il y a des auteurs qui avaient déjà parlé de la rotation du pouvoir. Mais nous avons parlé de la rotation des aires sociologiques. C'est-à-dire, nous avons divisé le pays en 4 aires sociologiques que d'ailleurs vous connaissez, on n'a rien inventé. L'aire soudano-sahélienne, c'est-à-dire les 3 grandes régions septentrionales. Extrême nord, nord, Adamawa. Nous avons l'aire forestière, la région du sud, la région du centre, la région de l'est, qui est la vôtre, d'ailleurs la dernière. Nous avons l'aire... C'est là que la rotation des pouvoirs m'intéresse. L'aire côtière, voilà. Vous aussi, vous pouvez... Vous aussi, vous pouvez prétendre désormais à cela. L'aire côtière, qui est en fait constituée des régions littorales, c'est-à-dire la région du littoral, la région du sud-ouest, et l'aire Grassfield, qui est constituée de la région de l'ouest et la région du nord-ouest. Ça fait 4 aires sociologiques. Alors, la rotation du pouvoir est tout à fait simple. Le président, nous définissons un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. 4 ans renouvelables une seule fois. 4 ans renouvelables une seule fois. Durée, c'est 8 ans. C'est 8 ans. Oui. Et c'est 8 ans pour une aire sociologique. Je prends un simple cas. Je suis le guide aujourd'hui, je suis candidat pour l'élection présidentielle 2025. Alors, si nous avons déjà établi les règles pour la rotation du pouvoir, c'est clair que je gagne l'élection présidentielle pour l'aire forestière, centre, sud, est. Aussi simple que ça. J'ai la possibilité de nommer 2 vice-présidents. Parce qu'on instaure le poste de vice-président. Oui, 2 vice-présidents. Qui ne peuvent sortir que de 2 aires sociologiques autres que la mienne. Sauf de l'aire sociologique qui prendra le pouvoir immédiatement après la mienne. Parce qu'elle est déjà désignée avant? Oui, parce qu'elle sera déjà désignée avec la rotation, il faut la programmer. Il faut la programmer. Ça veut dire quoi? Si je suis du centre, je vais nommer 2 vice-présidents. C'est-à-dire, au dépôt de ma candidature, je donne les noms de deux de mes vice-présidents. Après mon élection, je les nomme et je fais valider leur nomination à l'Assemblée nationale à la prochaine élection, à la prochaine session élective de mars. Vous comprenez? Mais les 2 vice-présidents, par exemple, je dis cela, viendront par exemple de l'ère soudano-sahélienne, c'est-à-dire Adamawa, nord et extrême nord, et l'autre viendra de l'ère côtière, c'est-à-dire littoral et sud-ouest, sachant qu'après notre aire sociologique, le pouvoir ira dans l'aire Grassfield, c'est-à-dire l'ouest et le nord-ouest. Donc je ne peux pas nommer de vice-président de ce côté-là. Vous comprenez? Voilà comment nous allons donc fonctionner. Une fois que cela a été fait, au bout de 4 ans, chaque 4 ans, il y aura donc un vote de confiance au 3e 6 novembre de mon élection. C'est-à-dire, au bout de 3 ans, je vais à l'Assemblée et j'ai un vote de confiance sur mon programme parce que je suis arrivé avec un programme. Et l'Assemblée dira, vous avez appliqué votre programme ou vous ne l'avez pas appliqué. Ils pourront voter, ils pourront faire un vote de défiance, c'est-à-dire me destituer. Oui. Me destituer. Je peux avoir été corrompu. C'est-à-dire que j'ai passé un marché et puis j'ai été épinglé comme président de la République. Eh bien, on me destitue. C'est un vote de défiance. Vous comprenez? Et si je perds donc l'élection, celui qui va me remplacer va continuer le mandat, c'est-à-dire les premiers 4 ans, l'année qui reste, il continue le mandat, il sera choisi dans la même aire sociologique, non plus dans ma région, c'est-à-dire la région du centre, mais dans la région du sud ou dans la région de l'est. Vous comprenez? Et si lui aussi il est épinglé au prochain mandat, c'est-à-dire au dernier mandat de 4 ans, l'aire sociologique perd son tour. Et on passe à une autre aire sociologique. Voilà un peu pour vous expliquer. On pourra aller au fond des explications pour la suite. D'accord. Sur cette vision, vous insistez, on l'a déjà dit, sur la discipline. On parle également de rigueur et même d'austérité. Vous venez avec le bâton? Oui, le bâton. Il faudra le bâton. Parce que nous avons atteint un niveau, comme j'ai l'habitude de vous dire, vous connaissez déjà mon langage, le pourrissement total que le président a mené, la tolérance administrative à n'en plus finir. Aujourd'hui, les Camerounais sont livrés à eux-mêmes, c'est chacun qui fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Si le prochain président qui arrive
il continue avec la logique actuelle là, on n'y arrivera pas. Quel que soit le financement qu'on peut avoir pour financer n'importe quel projet, vous aurez toujours des gens qui piqueront à la caisse parce qu'ils diront, on nous a pas fait quelque chose hier, ce sont les mêmes méthodes aujourd'hui, on ne nous fera rien et puis on ne va jamais décoller. Donc il faudra absolument un régime de discipline. Rigueur, discipline, austérité. Austérité sociale, austérité politique. Économique aussi. Austérité sociale, austérité politique, austérité économique en tout. D'accord. C'est pour ça que vous insistez sur la lutte contre le laisser-aller et l'impunité. La discipline. L'État du Cameroun a quand même mis en place plusieurs outils pour essayer de lutter contre le laisser-aller et l'impunité et la protection de la fortune publique. Vous pensez que ces outils sont inopérants? Vous allez voir par exemple que nous allons activer la peine de mort, parce que la peine de mort, la peine capitale est toujours dans le code. Elle n'a pas été abolie, toujours dans le code. Mais nous allons l'activer. Par exemple, vous allez voir que nous proposons la création d'un juge capital. Au juge capital, c'est-à-dire, lui sera uniquement pour la peine de mort. C'est-à-dire que lorsque vous avez commis un crime qui justement prévoit, qui est dans le code pénal, il est prévu qu'effectivement vous devez passer soit au bio, au poteau, ou à la guillotine, ne sais pas moi, à la pendaison, si c'est lui qu'on va saisir. C'est pas trop dur ça? Non, mais il faut bien le faire. Moi je suis désolé. Jerry est arrivé au Ghana en 1983. Il a montré l'exemple et tout le monde s'est aligné. Aujourd'hui, le Ghana est un pays droit. On ne retrouve pas ce genre de choses là-bas. Donc si nous ne le faisons pas, en Chine, d'ailleurs, les exécutions, ça coule les rues là-bas. Vous piquez, vous mettez la main à la caisse, et bien, on vous exécute. Aussi simple que ça. Si on ne le fait pas, on ne peut pas y arriver, monsieur Jean-Jacques Zé. Donc, nous avons créé un juge capital. Et les juges, les magistrats seront tenus désormais aussi. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que nous allons, les magistrats seront les juges, les chefs oui, les juges seront élus. Par exemple, le procureur sera élu. Le juge, le président du tribunal sera élu, le président de la Cour suprême, il sera élu, d'ailleurs ce sera en collège, et puis le reste. Donc on va aller dans ce sens-là, et ils seront tenus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus les affaires où un greffier, parce qu'il est le greffier, il gère les finances d'une juridiction, il va toucher de l'argent. Non, on va créer des structures où le contribuable ou le justiciable, lorsqu'il y a des frais, il va et il ramène le ticket, il dépose sur le greffier et on passe l'affaire. Aussi simple que ça. Donc on va mettre des conditions pour que les choses aillent pour le mieux et qu'il n'y ait plus un contact entre l'individu et l'argent. Vous voyez, ça on va le faire. On va vraiment, il y a des mesures qui sont prévues pour cela, mais ce sera la discipline et on ira pour cela. Vous faites quoi de la CONAC qui est déjà là, de la NIF qui est là et beaucoup d'autres structures qui ont été créées? Non, on va leur donner davantage un pouvoir beaucoup plus répressif, c'est-à-dire des moyens. C'est-à-dire qu'on a réaménagé, on a parlé par exemple de la restructuration de la CONAC, la restructuration de la NIF, et même le contrôle supérieur d'État, il faudra le ramener à beaucoup plus de répression, c'est-à-dire une répression administrative, pour qu'il y ait plus ce conflit-là entre le contrôle supérieur d'État et l'actuelle chambre des comptes que nous on va transformer en cour des comptes. Vous voyez, donc on a prévu ce genre de mécanisme-là, c'est-à-dire que si par exemple la CONAC avec les mesures répressives a sorti son rapport et on s'est rendu compte qu'effectivement cela est avéré, vous allez rendre compte. Et puis le juge financier va créer par exemple des parquets financiers dans les régions, les parquets financiers. Donc l'affaire où vous venez à Yaoundé, on vous attrape en région, vous venez à Yaoundé, il y aura des parquets financiers par région, dans chaque région, et qui seront en fait les premiers degrés, des institutions de premier degré en la matière sur des délits financiers ou des crimes financiers. Et on va transformer par exemple le TCS en juridiction de second degré. Donc des derniers degrés, parce que dès qu'on a jugé au niveau du TCS, c'est terminé, puisque c'est une juridiction spéciale, on ne revient plus dessus. Et donc si c'est le bio, on vous amène au bio, si c'est la fusillade, on vous amène là-bas, aussi simple que ça. Et puis le juge capital, il pourra régler votre compte, aussi simple que ça. Vous êtes le candidat des jeunes et vous parlez aussi facilement de guillotine, de fusillade et autres. Vous n'avez pas peur qu'ils vous tournent le dos, parce que la jeunesse camerounaise est habituée au jouissif, vous l'avez dit tantôt. Mais pas peur, non, c'est un peu trop dur. Je ne crois pas que c'est la jeunesse qui devrait avoir peur. Je crois peut-être que c'est ceux qui dirigent actuellement et qui font cette affaire-là qui devraient avoir peur. Donc, je ne crois pas. Et puis, vous savez, c'est une des formations de mon métier, du commandement. On ne parle pas beaucoup. C'est vrai qu'avec mon activité politique, je suis obligé d'aller sur les plateaux et tout. Mais on ne parle pas beaucoup, on agit davantage. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que tout ce programme que vous avez parcouru, ce projet de société, ce sont des actes. Puisqu'en fait, quand vous voyez
problèmes identifiés, actions, et puis structures dédiées, résultats. On ne parle pas dans le projet, on fait des tirets, et puis on sort des structures et on vous dit le résultat qu'on attend. On ne va pas parler beaucoup. Ce sera important, ce sera le temps du travail. Mais je vais quand même vous dire une chose, c'est que le projet de société tel qu'il a été conçu, vous avez vu que nous avons dit rendre le Cameroun aux Camerounais pour une émergence effective en 2035. La logique est tout à fait simple. Si la discipline, nous la faisons et nous la réalisons à travers le programme Réparons le Cameroun, l'argent que nous allons trouver pour transformer le Cameroun en chantier sera justement pour l'émergence en 2035. Nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. Vous allez vous rendre compte que ce programme et ce projet sont une continuité de ce que le président de la République a initié. Puisqu'en fait, il a dit émergence en 2035. Donc ce projet est non seulement la continuité des institutions, la continuité du service au peuple, la continuité du service public et la continuité du service administratif. Vous allez donc vous rendre compte. Une continuité tout en réparation. Tout en réparation. Vous allez donc voir, parce que ce n'est pas parce que nous voulons le pouvoir qu'on va dire que tout ce que le président a fait, on doit le jeter à la poubelle. Il l'a fait avec les fonds du Cameroun, avec l'argent du Cameroun. Il a dit émergence en 2035. Et nous réfléchissons, nous disons, le génie d'un candidat aujourd'hui, pour 2025, le meilleur génie du candidat en 2025, ne serait pas de dire, j'ai un programme, j'ai un projet de société. Non, tout le monde peut avoir un programme, un projet de société. Le meilleur génie sera de montrer aux Camerounais que vous êtes aptes, en fait, à terminer ce qui n'a pas été achevé par ceux qui s'en vont, à continuer là où ils ont abandonné, et à réparer ce qu'ils n'ont pas pu arranger ou alors ce qu'ils ont détruit. Vous comprenez? C'est ça le génie. Et ici, nous proposons au peuple camerounais d'atteindre cette émergence effective en 2035. Mais nous avons un blocage. Ça fait très peu de temps. Oui, ça fait très bien. Très bien. J'aime votre génie. Ça fait très peu de temps. Ça fait très peu de temps parce que la logique d'émergence en 2035, nous sommes supposés la réaliser depuis 2011. Mais vous savez, 14 ans aujourd'hui, rien n'a été fait. Aucun barrage n'a été livré. Mekin, Memvele, Lompanga, voilà même l'autoroute Yaoundé-Douala, rien n'est achevé. L'usine de manioc, elle est fictive jusqu'à aujourd'hui. On est même en train de chercher encore de l'argent pour alors qu'il y a des sous qui sont sortis et qui ont été avalés. L'usine de tracteurs, vous savez, elle est dans la bourse. Donc rien n'a été livré. Donc le président et ses amis n'ont rien fait du tout. Comprenez? Alors il faudra rattraper, le premier défi c'est de rattraper ces 11 premières années. Et le second défi c'est d'atteindre cette émergence effective en 2035. Alors le défi est donc financier. Et il est aussi d'ordre disciplinaire. Mais la discipline, on en a parlé tout à l'heure. Il faut d'abord aligner le Camerounais. Il faut formater le Camerounais. La moralité et l'éthique. Alors, le défi, c'est quoi? C'est que il serait irresponsable pour un candidat, et moi je le pense, de venir dire aux Camerounais, à partir du budget que nous avons aujourd'hui, les 7317 milliards, je vais réaliser cette émergence à l'horizon 2035. Ou alors je vais transformer le Cameroun en chantier. C'est utopique, c'est irréaliste. C'est utopique. Avec 7 milliards, c'est trop. C'est utopique, puisque quand vous regardez la structure du budget, le budget c'est 7317 et poussière de milliards. Et dans cet argent, il y a 5500 milliards, 5500 milliards, qui sont rien que pour le fonctionnement. Ça veut dire qu'il ne reste que 1700 milliards ou 1800 milliards pour les investissements. Et encore que dans ces investissements, il y a encore le remboursement de la dette et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il ne reste pas grand-chose. Vous voyez donc, quel que soit le cas, quel que soit le candidat qui arrive à la place du président actuel, il va seulement faire comme lui. C'est-à-dire qu'il ne fera pas grand-chose, puisqu'en fait, le budget est étriqué. Alors, mais ce n'est pas votre vision à vous. Ce n'est pas notre vision à nous. Puisque vous voulez tenir là les délais et très bien, cette émergence-là, avec ce budget, vous ne pouvez pas. Très bien. Vous proposez donc quoi? Notre élixir, c'est donc de dire que à partir du budget actuel, nous allons juste pondérer sur les coupes budgétaires, les économies budgétaires, afin de mieux relocaliser d'abord les investissements dans les secteurs. C'est-à-dire, par exemple, on va grignoter sur le train de vie de l'État. Par exemple, nous allons par exemple avec le Made in Cameroun, la promotion du Made in Cameroun et surtout l'érection des valeurs nationales, nous allons couper carrément cette affaire des exonérations qui sont de nos Bayam Salam internationaux, qui nous importent des poissons que nous pouvons nous-mêmes élever ici, qui nous importent du riz qui pousse par contre chez nous, ou du blé à travers les pâtes alimentaires, alors que le blé, le président a sorti 10 milliards il y a 2 ans pour l'IRAD. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant que une seule tige de blé a été récoltée et qu'au moins on a diminué nos importations en blé. Vous voyez, donc on va arrêter ces exonérations là et tout ce qui est fait pour en fait, l'argent ne manque pas.
En fait, c'est peut-être l'orientation. L'orientation qui est critiquable. Mais je dis, mais ça ne suffira pas parce qu'il faut mettre le pays en chantier. Nous allons donc d'abord travailler sur le budget actuel pour faire des économies budgétaires, vous voyez. Mais le problème, c'est que s'il faut transformer le Cameroun en chantier et en 10 ans atteindre l'émergence, nous avons donc prévu un plan de financement. Un plan de financement qui, en fait, est un modèle économique. Un modèle économique qui est basé sur la théorie de Ragnar Nursk. Rananas et Rosenstein, 1943, oui. 1943, Rosenstein-Roden, qui a été repris en 1952 par Ragnar Nursk, c'est-à-dire qui prévoit la théorie du Big Push. La théorie du Big Push, c'est-à-dire que on peut financer au même moment, simultanément, tous les secteurs de la vie d'une économie afin de booster le développement. Alors, nous nous situons en césure de cette théorie-là avec la théorie d'Albert Hirschman, 1958, qui est venu battre en brèche la théorie du Big Push, c'est-à-dire la théorie de la croissance simplifiée. C'est-à-dire que les États n'ayant pas toujours de grands moyens pour soutenir au même moment tous les secteurs de la vie sociale et économique afin de booster le développement, il faut choisir les secteurs les plus porteurs, y injecter un investissement, et c'est en investissant dans ces secteurs-là que l'on pourra porter les autres secteurs qu'on aura peut-être négligés sur le plan du financement. Donc, nous nous situons donc dans cette césure-là, et nous avons donc prévu un plan de financement. Le plan de financement veut dire quoi? C'est que nous allons évaluer des terres rares du Cameroun. Il y en a près de 300, je crois, les dernières évaluations. Près de 300 terres rares. Et nous allons ouvrir le sous-sol du Cameroun sur 20 à 25%. Je dis 20 à 25% parce qu'il faudra des évaluations. Ça peut être moins. Ça peut être moins pour une valeur de 150 000 milliards de francs CFA. 150 000 milliards de francs CFA. Ça veut dire que c'est l'évaluation que nous faisons pour que nous puissions atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Il n'est pas dire au peuple qu'il vaut mieux pousser l'émergence en 2050 parce que le président et ses amis n'ont pas pu faire grand-chose. Ce manque de date. Oui, ça, le peuple ne peut plus attendre. Le bonheur du peuple ne peut plus attendre, vous voyez. Et c'est aussi alloué quand même, mettre à l'actif de l'actuel président et de l'ancien, c'est-à-dire que le sous-sol camerounais est quand même resté intact. Est quand même resté protégé. Vous voyez, ça c'est à mettre à l'actif de celui qui dirige ce pays. Et donc nous croyons que la jeunesse peut donc, puisque c'est un héritage qui nous laisse, c'est-à-dire notre sous-sol, et qu'il n'a pas pu réaliser l'émergence, au moins la moitié du chemin de l'émergence en 2025. Donc pour lui faire honneur, c'est aussi ça le projet de la jeunesse. Faire honneur au président en lui disant, la philosophie est là, nous allons achever, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce que vous n'avez pas pu achever. Nous allons donc ouvrir le sous-sol à 20-25%. 20-25%, ça veut dire que nous allons évaluer des terres rares qui équivalent aux 150 000 milliards dont nous aurons besoin pour remuer le Cameroun et le transformer. Vous voyez? Oui, ça peut même être moins. C'est-à-dire que si nous voyons par exemple, je parle du département du Faro, où c'est la bauxite et l'uranium par exemple, nous pourrons ouvrir encore d'autres puits de pétrole, je n'en sais rien, c'est-à-dire mines solides, mines liquides, vous voyez. Et donc, si on évalue que ça fait 15% de notre sous-sol, eh bien on s'arrête là, ça fait 150 000 milliards. Dans les 150 000 milliards, nous irons donc chercher des partenaires qui pourront nous donner cet argent. Le loger à la BEAC ou dans notre banque centrale, et maintenant, les 150 000 milliards, nous allons enlever 50 000 milliards pour faire une réserve de trésor. Et les 100 000 milliards autres, nous allons donc faire appliquer le programme que vous avez donc devant vous. C'est-à-dire remuer le pays de fond en comble pour atteindre. Parce que vous avez un mandat de 4 ans renouvelable une fois, 8 ans au grand maximum. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ça peut tenir en combien d'années? Non, j'ai un mandat, je crois que si je suis élu, c'est pour un mandat de 7 ans, puisque la Constitution dit 7 ans. Vous êtes encore dans le 7 ans. Et vous avez vu le budget que nous avons, le projet que nous avons justement prévu ce projet-là sur une période de 6 années et demie. Ça veut dire qu'au bout de 2031, en mi-2031, on aura déjà achevé la mise en place de tout ceci et on aura commencé même l'application du plan de financement, c'est-à-dire à remuer le Cameroun dès 2027. Parce qu'en fait, le temps pour nous en 2026 d'établir ou du moins de passer tous les états généraux de tous les secteurs de notre pays qui vont nous amener à reprofiler ce projet et à le rendre beaucoup plus pratique avec les experts de tous les secteurs, les états généraux de l'éducation, de l'économie, de l'ingénierie, du bâtiment et tout ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez? Et donc en 2027, nous pensons notamment aux pays de l'Asie qui justement veulent s'imposer en Afrique, notamment la Russie ou la Chine, qui peuvent mettre à notre disposition cet argent-là. Nous avons prévu une période de différé, par exemple, de 5 ans. C'est-à-dire que lorsqu'ils nous donnent cet argent dès 2027, vous savez, s'il faut évaluer l'uranium que nous avons pour l'argent qu'ils nous donnent, c'est des explorations, des études d'exploration, des études, ainsi de suite. Donc, ça va mettre 5 ans. Mais nous, on aura déjà eu l'argent en 2027. Ça veut dire que en 2032,
on sera déjà à 3 ans de l'émergence, on aura déjà fait beaucoup de choses sur le chemin. Donc ça veut dire que si, pour moi, je ne demande qu'un mandat, celui qui viendra sous la Constitution nouvelle version, c'est-à-dire 4 ans renouvelables une fois, il pourra tranquillement achever. Mais c'est quand même un travail titanesque en très peu de temps. Absolument. C'est vous qui devez discipliner les Camerounais. J'ai lu dans le programme que vous visez le service militaire pratiquement obligatoire pour essayer de discipliner les Camerounais. C'est vous qui voulez lutter contre l'impunité. Je crois que peut-être que ça va dans le même sens, ainsi de suite. Et vous avez un programme économique de développement aussi énorme. Vous serez un président sans repos. Ben, je vous ai dit que le projet visait d'abord la règle numéro 1 à mettre fin au président qui ne travaille pas, à la logique du président qui ne travaille pas. Puisque si on a un pays qui doit entrer en chantier, le président, il doit travailler. Oui. Il doit marcher de ses 2 pieds, on doit le voir partout. On doit le voir avec un casque, un chasuble qui surveille ci, qui surveille ça. Donc c'est important. Donc, mais il est clair que le président, il ne sera pas seul. Ce sera avec une équipe dynamique. Vous savez que les jeunes qui sont derrière ce programme, ils sont nombreux. Hein, et vous allez voir qu'on a introduit des logiques, par exemple, d'utilisation d'intelligence artificielle, notamment sur la monnaie numérique qui va soutenir la monnaie souveraine que nous allons instituer. Vous voyez, donc les jeunes ont beaucoup travaillé dans cette affaire. Et ce n'est même pas terminé parce que le plan de financement, lorsqu'il sera inclus de 150 000 milliards, lorsqu'il sera inclus dans ce travail, je crois qu'on ira sur un document d'environ 700 pages. C'est assez costaud. Je suis d'accord, c'est vraiment un projet costaud et il faudra vraiment qu'on s'y mette. D'ailleurs, vous avez vu Trump quand il est arrivé, c'est des jeunes de 30 ans, 27 ans qui sont autour de lui et qui ont pensé tout son programme et qui justement sont utilisés pour ce travail-là. Donc c'est la même chose avec nous. Beaucoup pensent que pour que le Cameroun émerge, il faut absolument toucher à la forme de l'État ou renforcer ce qui est là, c'est-à-dire la décentralisation. Vous allez dans le même sens, qui pense que le véritable développement doit commencer par nos localités, les collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que vous avez une autre vision ou vous restez dans ce qui est déjà mis en place comme décentralisation? Non, la décentralisation, on va aller au fond, puisque nous prévoyons que 60% du budget de l'État ira chez les collectivités territoriales décentralisées. 60%. 60% pour les collectivités territoriales décentralisées. Aussi simple que ça. C'est fait comment? C'est automatiquement transféré? C'est automatiquement transféré. Parce qu'en fait, ce sont ces mêmes collectivités aussi qui seront chargées, par exemple, des prélèvements sur le terrain et qui reverseront la quote-part du pouvoir central. Aussi simple que ça. Bon, allons-y sur le plan du développement décentralisé. Nous allons d'abord commencer par boucher des trous qui se retrouvent dans la décentralisation. C'est-à-dire qu'entre la région et la commune, qui est dans l'arrondissement, la région, qui est dans la région, il y a un vide, c'est le département. On va créer un conseil départemental. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que vous avez un préfet. Un préfet, par exemple, est au chef-lieu. Prenons simplement le préfet d'Umfundi. Il a une commune qui se retrouve, je ne sais pas moi, quelque part dans des environs très éloignés, ça devient très compliqué. Si je prends par exemple le Diamaré, où moi j'ai été dans l'extrême nord, vous avez une commune qui est par exemple à 200 km du chef-lieu du département. Comment est-ce que le préfet fait pour veiller à cela? Donc il est la tutelle de cette commune, non. On va remettre la tutelle des communes au sous-préfet. Et au préfet, on va lui donner un conseil de département qui sera composé justement d'un tiers des élus de chaque commune, plus un conseil des chefs traditionnels. Parce que les chefs traditionnels, il ne faut plus les inféoder à la chose politique. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans un conseil municipal comme conseiller municipal. Non. Il doit y avoir un conseil des chefs traditionnels. Et aussi une structure populaire qui sera chargée de la surveillance des autorités des collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est le conseil départemental. Au niveau de la commune, on va traverser la commune pour créer les districts. Parce qu'il y a des communes qui sont assez vastes. Oui. Vous voyez? Et donc, le maire, parfois, il a tendance à négliger certains pans de sa commune, pans territoriaux de sa commune. Donc, on va créer des districts, donc des chefs de district. On va revenir parce qu'on a eu des districts avant. On a eu des districts avant. Oui. On va donc revenir aux districts comme des composantes de la commune. Vous voulez des unités un peu plus légères pour que l'action soit plus efficace. Pour que l'action soit plus efficace au niveau des populations. Et dans le district, on va créer encore des cantons. Des cantons qui seront en fait des regroupements de villages. C'est-à-dire, à partir de là, dans un canton regroupement de villages, ils pourront faire ce qu'on a eu, par exemple, des comités de développement, dire ce dont ils ont besoin, les transmettre au chef de district, qui les transmettra au maire, qui les transmettra au conseil départemental, qui les transmettra au conseil régional. Mais là, c'est le comble, c'est que nous allons transformer les régions décentralisées en régences. En régence, parce que autant nous allons supprimer le poste de ministre au niveau de la centrale pour ériger les secrétaires d'État, parce que nous prévoyons un gouvernement de 21 portefeuilles,
donc de secrétaire d'État, et nous allons supprimer le poste de Premier ministre, nous avons supprimé le Sénat, ainsi de suite. Mais au niveau des régions, nous allons créer des régences. C'est-à-dire que celui qu'on appelle aujourd'hui président de région, il sera appelé régent. Et il sera à la tête d'une régence. Donc quand on dira régence, ce sera en fait la région décentralisée. Oui. Vous comprenez? Quand on dira régent, ce sera l'actuel président de région. Parce que, ayant été au commandement, ça fait un complexe aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que le président de région, parce que peut-être il a un gros budget à gérer, parfois il a l'impression qu'il est supérieur au gouverneur de région. Ça crée des frictions au niveau des collectivités territoriales, du moins en région, qui rendent la collaboration entre ces deux autorités très difficile. Donc il faudrait que même par le nom déjà, on décomplexifie déjà, et on décomplexe déjà les rapports. Donc on aura un régent au niveau de la région qui sera donc à la tête d'une régence. Mais la particularité, c'est que dans une région, c'est-à-dire tenue par un gouverneur, il pourra y avoir plusieurs régences. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, prenons la région du centre. La région du centre, c'est 10 départements. 10 départements, oui. Ça veut dire qu'on peut avoir au moins 2 régences. 2 régences. C'est-à-dire, on peut voir régence centre-ouest. Par exemple, dans centre-ouest, on va mettre par exemple le département du Mbame-Nubu, le département du Mbame-Kim, et on mettra le département par exemple de la Haute-Sanaga. On dit ça comme ça, centre-ouest. Et on aura la régence centre-sud, par exemple. On aura par exemple le Mfundi, le département de la Meufouya-Kono, le département de Nyon et Fumu et tout ça. Donc, vous voyez un peu. Donc, on peut faire comme ça. Vous voyez, donc, dans une région, il pourra avoir au moins plusieurs régences. On peut aller dans l'extrême nord, la même chose. C'est-à-dire avec les 4 départements qu'on a là-bas, je crois, le département du Diamaré, le Logone Chari, le Mayo Tchanaga, le Mayo Sava, je vais citer le Mayo Danaï, donc il y a 6 départements, je crois, là-bas. Donc on peut faire aussi 2 régences là-bas. Vous voyez? Selon que vous le trouvez dans le Diamaré. L'avantage, c'est quoi? C'est une meilleure gouvernance locale. Plus de proximité, plus d'efficacité, plus d'implication. Exact, une meilleure gouvernance locale. Alors, vous êtes très rapidement passé là-dessus. La suppression du poste de ministre pour être remplacé par secrétaire d'État, c'est ça? Oui, oui. Un peu modèle américain? Oui, on va dire ça comme ça, prenez ça comme vous voulez, mais notre logique, en fait, c'est de ôter les complexes de fonction. Vous savez, quand on dit aujourd'hui qu'on a nommé quelqu'un ministre, bon, ça prend la grosse tête, ça prend les épaules larges. Il devient patron. Il devient patron, il devient Dieu, un roi, patron de tout. Et vous voyez, donc, secrétaire d'État. Et quand vous serez secrétaire d'État, c'est aussi parce que nous allons amaigrir et amoindrir l'impact sur le terrain du gouvernement central. Parce que tout sera dans les collectivités territoriales. Je vous ai dit que 60% du budget ira dans les collectivités territoriales. Pourquoi encore avoir des grands ministères avec des grands noms et puis toute la machine qu'on connaît? Donc on va rester au strict minimum et les ministères, les secrétariats d'État ne seront là que pour la coordination locale. C'est-à-dire de combler les vides ou les manquements des collectivités territoriales et d'assurer en termes d'expertise le relais que la centrale peut apporter aux collectivités territoriales. Donc il faudra le faire. Quand on élimine le poste de Premier ministre, vous avez compris ce que j'ai dit, c'est pour que le président travaille. Et c'est pour ça qu'on aura 2 vice-présidents. Un vice-président chargé des affaires économiques et un vice-président chargé des affaires sociales, ainsi de suite. Vous voyez? Donc ça fait que même ces vice-présidents-là auront des missions. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils nomment les vice-présidents et ils passent leur nomination à la validation devant l'Assemblée nationale. C'est pas des faire valoir. C'est pas des faire valoir. Donc, dans la Constitution, ils auront déjà des missions. Donc, il suffit, on va juste coller des noms. Ça veut dire qu'en fait, le président devra travailler et il aura des adjoints, donc c'est vice-présidents qui l'aideront donc à travailler. Et comme on va supprimer le poste de ministre, on va revenir à ce qu'on a eu. C'est-à-dire un secrétaire du gouvernement. Parce que c'est ce que le Cameroun a connu ça. Après le coup d'État du 6 avril 1984 jusqu'en 1991, avec le retour de Chidiachu, je crois que c'est lui qui a inauguré, c'était Sadou Ayatou. C'était Sadou Ayatou. C'était d'abord Sadou Ayatou. C'est d'abord Sadou Ayatou. Donc on a fait 7 ans sans Premier ministre. Donc on a eu un secrétaire de gouvernement, je crois que M. Jean Kouete a occupé même ce poste-là autour de 1986-87, je peux me tromper sur l'année. Donc on peut vivre sans ça, vous voyez. Donc il ne faut pas que les gens pensent qu'il y a des fonctions qui doivent absolument exister. D'ailleurs actuellement, le Premier ministre, vous voyez, avec les désordres gouvernementaux, les ordres viennent d'en haut, vous comprenez que c'est une fonction en fait à l'état actuel qui est pratiquement inutile. Je pense des affaires d'âge, j'en ai 44. J'en ai 44. Vous avez quand même franchi les 35 ans. J'en ai 44. Oui. Et pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est 35 ans. Oui. Ça veut dire que quand on regarde l'élection présidentielle, je suis jeune. Évidemment. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Si on prend l'élection législative et municipale, je ne suis plus jeune.
Parce que là-bas, c'est 23 ans. 23 ans. Vous voyez? Donc, je voudrais qu'on s'entende bien dessus. Donc, quand nous parlons de la jeunesse, c'est de ce cas pour l'élection présidentielle. Vous voyez? Et comme je suis le guide, j'assure les devants. Parce que les gens disent, mais le guide, vous n'avez plus 35 ans, vous ne devez plus être Oui, nous là, sommes à l'élection présidentielle. Passer à autre chose, c'est un peu ce qu'on entend. Hein, oui, si on met l'âge, je dis, je ne suis plus jeune, je ne suis plus jeune sur le plan de l'âge en termes de gradation des élections, mais pour l'élection présidentielle, c'est 35 ans. Et d'ailleurs, même s'il fallait être sénateur, c'est 40 ans. Vous voyez qu'on est jeune quand on est sénateur, quand on a 40 ans. Vous voyez, donc c'est un peu cela, madame. D'accord. Terminons avec notre internaute qui nous vient de la France, pour qui le football est un sujet passionnel et d'une grande importance pour de nombreux Camerounais, y compris les jeunes. La situation actuelle marquée par des tensions récurrentes, notamment entre la FECAFOOT et le MINSEP, suscite beaucoup de commentaires. Quelle est votre analyse de cet dysfonctionnement? Et si vous aviez des responsabilités, quelles seraient vos priorités ou propositions pour apaiser la situation et permettre au football camerounais de retrouver sa pleine mesure? Couponco, il faut respecter les textes, aussi simple que ça, il faut les toiletter. Pour moi, c'est ça le véritable souci aujourd'hui. Il faut respecter les textes, il faut les toiletter. Mais dans le projet que nous proposons au peuple camerounais, c'est tout à fait simple. Nous allons tout simplement retoiletter les textes de 1996, les textes Bipounou, sur la loi du sport. Nous allons créer un code de gestion des activités sportives.